Le 25 avril 2026 restera une date de référence dans l'histoire militaire du Sahel. Non pas parce que des groupes armés ont attaqué une capitale africaine, cela s'est déjà produit, mais parce que la nature de cette offensive a exposé, avec une précision clinique, une fissure structurelle que les analystes signalent depuis des années sans être vraiment entendus, la présence de complicités actives au sein même des forces armées maliennes. Ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une rumeur de bazar à Bamako. Le 1er mai 2026, le procureur militaire près le tribunal de Bamako a rendu public les premières conclusions d'une enquête ouverte dans les heures qui ont suivi les attaques. 3 soldats en activité, un militaire radié et un autre mort au combat sont formellement identifiés comme suspects dans la planification et l'exécution d'une opération qui a tué le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, blessé le chef du renseignement Modibo Koné, et frappé simultanément Kati, Bamako, Gao, Kidal et Sévaré. Al Jazeera a confirmé ces éléments le même jour, citant directement le parquet militaire. En plusieurs décennies d'études des contre-insurrections africaines, j'ai rarement observé une situation où les deux dimensions d'une crise sécuritaire, l'offensive extérieure et la trahison intérieure, se matérialisent aussi simultanément et aussi frontalement. Revenons d'abord aux faits tactiques, parce qu'ils sont nécessaires pour comprendre l'ampleur du problème. L'offensive du 25 avril 2026 est, selon l'évaluation du Combating Terrorism Center à West Point, la plus grande opération coordonnée au Mali depuis la rébellion de 2012. Le JNIM, Jamaat Nusra al-Islam wal-Muslimin, affilié à Al-Qaïda, et le Front de libération de l'Azawad ont formalisé une alliance en 2025. Le FLA acceptait une gouvernance islamique en échange du soutien militaire du JNIM contre Bamako. L'analyste Wassim Nasser, du Soufan Center, résume cela précisément. Les deux forces ont abaissé mutuellement leurs exigences idéologiques au nom d'un objectif opérationnel commun. C'est rare dans l'écosystème djihadiste. C'est significatif. L'Institut européen d'études de sécurité, dans son analyse du 4 mai 2026, note que le JNIM avait déjà imposé un blocus carburant sur Bamako depuis septembre 2025. Selon le rapport de l'Africa Leadership Index, 130 camions-citernes avaient été détruits entre septembre et décembre 2025. La junte avait constitué une réserve stratégique de 45 jours en avril, insuffisante selon l'évaluation unanime des observateurs. Autrement dit, l'offensive du 25 avril n'est pas une surprise stratégique. Elle est l'aboutissement d'une campagne méthodique d'étranglement logistique. Dans ce contexte, la question posée par les aveux des prisonniers capturés prend une dimension particulièrement grave. Comment une offensive d'une telle coordination géographique, Kati à 5h20 du matin, simultanément Bamako, Mopti, Sévaré, Gao, a-t-elle pu traverser les dispositifs de renseignement sans être détectée? La réponse que les interrogatoires militaires commencent à fournir est celle que les officiers de contre-espionnage redoutent toujours. Elle n'a pas été détectée parce que des éléments en position de la détecter avaient intérêt à ce qu'elle ne le soit pas. Les noms cités dans le dossier judiciaire, le sergent Diakari Diasodio, les adjudants Moussa Diane et Mamadou Keita, le soldat retraité Sohiba Diarra, ne sont pas des figures isolées. Diarra lui-même avait été mis en cause dans l'affaire des Bérets Rouges en 2012, ce dossier de disparition forcée impliquant les putschistes de Sanogo qui demeure, 14 ans après, délibérément enlisé. Le fait qu'un individu déjà compromis dans un dossier de grave violation militaire se retrouve nominé dans une affaire de complicité terroriste en 2026 ne relève pas du hasard. Il relève d'un déficit systémique de vetting et de contre-espionnage interne. Mon évaluation, et je ne la formule pas à la légère, les FAMA souffrent d'un problème que les spécialistes de la réforme des secteurs de sécurité appellent la porosité de la loyauté institutionnelle. Ce n'est pas une critique morale. C'est un diagnostic structurel. Une armée recrutée dans des contextes ethniques complexes, sous-payée chroniquement, les retards de solde dans les unités déployées en zone centrale ont été documentés par Crisis Group dès 2022. Et traversée par des fractures régionales profondes ne peut pas simplement résoudre ce problème par des opérations aériennes, si précises soient-elles. Les frappes chirurgicales de fin mai 2026, qui ont neutralisé plus de 60 combattants dans la forêt de Faya selon le communiqué des FAMA, sont réelles et utiles tactiquement. Elles ne règlent pas la question de qui, dans la chaîne logistique malienne, informe sur les convois avant qu'ils partent. L'analogie historique qui s'impose ici est celle de l'armée sud-vietnamienne dans les années 1960. Les Américains avaient investi massivement dans la modernisation des ARVN d'équipement, formation, doctrine.
Mais la pénétration communiste dans les structures de commandement rendait chaque opération partiellement prévisible pour l'adversaire. Ce n'est pas le parallèle qui est alarmant. C'est la leçon, aucun investissement en équipement ne compense un déficit de contre-renseignement interne. Le matériel sans la sécurité institutionnelle est une capacité que l'adversaire peut retourner. Il faut être rigoureux sur un point souvent maltraité. Les accusations d'ingérence ukrainienne des documents saisis à Sofara attribués au renseignement militaire de Kiev, des drones FPV fournis au JNIM, un avion 124 atterri à Abidjan en octobre 2025 proviennent quasi exclusivement de sources pro-russes et pro-Bamako. Leur vérification indépendante est, à ce jour, impossible. L'International Centre for Counter-Terrorisme dans son analyse du 28 mai 2026 note explicitement que le conflit malien ne peut pas être réduit à un schéma binaire État contre groupes extrémistes. Y superposer une narration de guerre par procuration sans source vérifiable, c'est ajouter de l'opacité là où la situation en manque déjà cruellement. Ce qui est en revanche documenté, c'est la recomposition des soutiens extérieurs légitimes. Le Soufan Center note que Bamako cherche désormais à diversifier ses partenariats militaires. La Turquie, qui a fourni plusieurs systèmes de drones ces dernières années, a réaffirmé son soutien après le 25 avril. La Chine et l'Iran ont ouvert des discussions de coopération défense en février 2026. L'Africa Corps reste présent, mais son prestige stratégique a été durablement entamé par la chute de Kidal sous contrôle FLA, avec l'évacuation de 400 combattants russes sous escorte de l'adversaire, une image que Moscou n'avait pas anticipée. L'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger dispose théoriquement d'une force conjointe de 15 000 hommes. Le général Tiani a formulé la doctrine de l'AES en décembre 2025, au Sahel, la sécurité précède tout. Mais comme l'observe le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, une confédération de 3 États fragilisés, chacun confronté à sa propre crise de légitimité interne, ne peut pas être plus solide que ses maillons individuels. La situation au Mali en juin 2026 pose une question stratégique à laquelle je n'ai pas de réponse certaine, et l'honnêteté intellectuelle exige de le dire clairement. Bamako peut-il simultanément mener une contre-insurrection active ? Gérer une purge interne dont l'ampleur risque de paralyser davantage encore le renseignement opérationnel, et consolider un régime de transition dont la légitimité populaire n'a jamais été établie par les urnes ? Ces 3 tâches sont difficiles séparément. Leur conjonction simultanée, dans un pays où JNIM a désormais des checkpoints en périphérie d'une capitale de 4 millions d'habitants, définit une pression institutionnelle que peu d'États auraient la capacité d'absorber. Les prisonniers qui ont parlé n'ont pas fait trembler Bamako par la force de leur révélation. Ils ont simplement rendu visible ce qui existait déjà.